mes petits chérubins, et bienvenue dans ce nouveau numéro Les dessous des dynasties de l'histoire, c'est bon, on a compris, fais péter la suite, pas besoin d'enrober. Allez, je me cale dans mon canapé, une bière à la main, un paquet de chips dans l'autre, et je deviens obèse. Envoie la Non, suite. mais enfin, La ferme. Rustre. Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième et dernier épisode sur Versailles, un épisode un peu spécial puisque là on va un peu quitter le jeu pour donner des éléments complémentaires et comprendre bien mieux ce jeu qui est très riche en informations et très documenté. Donc on va commencer par quelques éléments de contexte. Nous sommes à l'époque dite des rois absolus. Le monarque qui incarne le mieux cette idée de roi absolu, c'est Louis XIV, qui se fait appeler aussi le roi Soleil. Tout un programme. Je rayonne sur toute l'Europe. Je suis le roi Soleil, c'est incontestable. Je suis la lumière, je vous éclaire, vous illumine. Je suis l'étincelle, l'incandescence même du pouvoir. Je suis le plus grand des astres. Oui, mais dans quel sens ? Plaît-il ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur le concept de roi absolu qui reste très contestable pour les rois de l'époque, même s'ils ont des pouvoirs immenses. Et on trouve certains souverains qui ont des pouvoirs bien plus étendus que Louis XIV, tel le tsar de Russie, qui pouvait aller jusqu'à tuer ses propres héritiers, ou le métropolite de Moscou, c'est-à-dire l'équivalent du pape, sans craindre aucune contestation. Ça calme. Diantre, le pape est en désaccord avec ma politique. Envoyez promptement un plénipotentiaire. Et s'il ne répond pas, nous allons annexer Avignon et le comte Avenessin. Ça va le calmer le curton, c'est moi qui vous le dis. Quoi ? Vous osez me désobéir ? Foutu orthodoxe. Personne ne conteste mon autorité. D'autre part, mes héritiers meurent les uns après les autres. C'est très préoccupant pour la dynastie, cela. Qu'on m'apporte un verre de vin pour m'éclaircir les idées. Quoi, mon fils ? Tu ne veux pas suivre mon exemple ? Mais tu fais ce que je te dis, et puis c'est tout ! Comment ça, non ? Oh ! Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'opposer à moi ? Oh, grand tsar, juste une humble remarque. C'était votre seul héritier. Oups. Apportez-moi un seau de vodka. Ça va m'aider à réfléchir. Même s'il n'a pas de pouvoir aussi étendu qu'on pourrait le croire, Louis XIV a par contre le règne le plus long de l'histoire de France. Il s'étend de 1643 à 1715, soit 72 ans. J'ai failli attendre. Mais en réalité, il n'a pas eu le pouvoir tout au long de cette période, car lorsque son père Louis XIII est mort, il n'avait que 4 ans. C'est donc le cardinal de Mazarin qui a assuré la régence, le temps que le petit Louis soit en âge de gouverner. Il est sacré à Reims en 1654 et commence à diriger en 1655 avec l'aide de Mazarin, qui fait toujours office de mentor. C'est à la mort de ce dernier en 1661 que Louis XIV décide de gouverner seul. Solo ! On s'enjaille à Versailles. Bon, en réalité, il gouverne avec les conseils d'une poignée de ministres et de secrétaires d'État choisis par ses soins. C'est d'ailleurs très bien expliqué par une fiche dans le jeu et nous l'avons déjà évoqué dans la vidéo précédente. Avant que Louis XIV puisse régner par lui-même, il y a eu une période très agitée.
En effet, Mazarin est d'origine italienne et il est très mal vu par la noblesse et la population française. Cela a provoqué ce que l'on appelle la Fronde. Guarda come governa il maestro, ragazzino. Bon écoute le Rital, t'es bien sympathique, mais nous la noblesse, on aime bien avoir notre mot à dire, tu vois? Donc, tu dégages et tu nous laisses aux affaires. Sinon, on se révolte. Oddio, ma che cazzo stanno facendo? Vigliacco, delinquente, disgraziato! Il y a 2 frondes en réalité, mais je simplifie. Cette période de révolte dure longtemps, de 1643 à 1656. C'est un conflit armé et une partie de la noblesse porte ses armées contre celles du roi pour lutter contre Mazarin. Logique, et oui, car la noblesse ne veut pas d'intermédiaire entre elle et le roi. Le leader des frondeurs fait même partie d'une branche de la famille royale, c'est le prince de Condé. Bonjour, gendarmerie nationale. Vous êtes italien? Vos papiers, s'il vous plaît. Attention, hein, je sais faire la clé d'étranglement. Et je peux vous montrer si vous voulez. Ah non, mais quand je dis le prince de Condé, rien à voir avec la police, c'est son nom. Ah change de costume alors. Ben oui. Ah, désolé. Pire, les frondeurs font alliance avec l'ennemi espagnol qui envoie des renforts. Ces événements ont traumatisé le jeune Louis XIV encore enfant. Il s'est donc doté lors de son règne d'un outil pour avoir les princes et les nobles sous son contrôle. Cet outil, c'est le château de Versailles. J'offre des jeux, des jardins, une galerie des glaces, des balles, des opéras, des pièces de théâtre, des feux d'artifice, des jeux d'eau dans les fontaines, des joutes navales sur le Grand Canal, des parties de chasse gargantuesques. Bon, eh bien j'espère qu'ils vont me laisser tranquille, ne pas me faire la guerre avec tout ça. Que voulez-vous? Il faut bien acheter la paix sociale. Tiens, mais que faites-vous donc en ces lieux, ô rongeurs cartoonesques? Non rien, j'écoute attentivement et je prospecte pour un avenir lointain. Moi aussi je veux construire un beau château avec des feux d'artifice, plein de jeux autour et un public captif sans même qu'il le sache. Il faut savoir que le règne de Louis XIV n'est pas de tout repos. Jusqu'en 1685, date à laquelle le jeu nous porte, en moyenne, la France se trouve en guerre une année sur 3. Les guerres n'ont pas manqué. Il y a eu la guerre de dévolution de 1667 à 1668, la guerre de Hollande de 1672 à 1678, la guerre des Réunions de 1683 à 1684. Toutes ces guerres ont été en grande partie menées contre l'Espagne. Hasta la vista, baby! Après, Louis XIV a mené bien d'autres guerres tout au long de son règne, mais je ne peux hélas pas tout évoquer. Pour être succinct, je dois avouer que les guerres se sont succédées sur les questions de succession, sans que se succèdent toutefois les succès. Mais revenons-en au lieu qui donne son nom au jeu, le château de Versailles. Louis XIV n'est pas parti de rien quand il commence les travaux. Son père Louis XIII avait commencé l'édification d'un pavillon de chasse puis d'un château. La construction de l'immense château de Versailles et de ses jardins s'étale sur une longue période de 1664 à 1710 à travers 4 grandes campagnes de travaux. Cela couvre la quasi-totalité du règne de Louis XIV. En somme, le fastueux château constitue en réalité un bruyant chantier permanent, grouillant d'ouvriers. Je vais prendre le temps de vous parler de Bontemps, le premier valet de la chambre, qui est un des personnages principaux du jeu. C'est un homme qui a toute la confiance du roi et qui lui fait toutes les confidences. Il dirige les garçons bleus et les Suisses qui font partie de la garde rapprochée du souverain. Bontemps est très préoccupé par les vols. Ceux-ci ont lieu au sein même de la cour. Ils sont perpétrés par les courtisans afin de nuire à leurs concurrents qui sont dans les bonnes grâces du roi. Le premier valet de la chambre est au courant de tout et utilise le personnel à son service pour espionner. Eh oui, on connaît tous les secrets, même celui de la table. Bontemps est au courant de toutes les affaires de cœur des gens de la cour, et il fait cela pour servir le roi, car Bontemps est connu pour sa loyauté, sa modestie et sa discrétion. C'est probablement, et de loin, la personne la plus proche du roi.
Bontemps est chargé notamment de superviser les travaux à Versailles en l'absence de Louis XIV. Il s'occupe d'organiser les rendez-vous clandestins avec ses maîtresses, il se charge de transférer les fonds destinés à l'entretien de ces dernières et des enfants illégitimes du roi. Il est même le parrain de certains de ses enfants. Mon cher Bontemps, je vous fais l'ineffable honneur de devenir le parrain de l'un de mes enfants illégitimes. Ah, le bâtard! Plaît-il? C'est un honneur. Je préfère cela. Bontemps sait absolument tout du roi. Il est même présent lors des opérations de la fistule anale de celui-ci. Pour être plus intime que ça, c'est compliqué. Non, n'y pensez même pas. Dégueulasse. De même, les deux hommes ont des vies très proches par certains aspects. Louis XIV comme Bontemps sont tous les deux veufs et se sont remariés dans le plus grand secret. Bontemps est un homme incontournable à Versailles. Il peut tirer bien du monde d'un mauvais pas et ne demande jamais rien en retour, pas même au roi, à qui pourtant il rend de très grands services. Le roi sait reconnaître ses qualités et lui offre des revenus très confortables. Il fait même des cadeaux à ses proches. Bontemps est très loin d'être un simple valet. Il est suffisamment riche pour envoyer ses enfants étudier auprès des plus grands savants étrangers. Il est, comme tous les valets et tous les gardes de Versailles, détenteur d'un titre de noblesse. Il y a encore un personnage dont je dois absolument vous parler et que je n'ai pas évoqué jusqu'ici, c'est Lully. On croise le principal compositeur de la cour de Versailles dans le chapitre 3 du jeu. Jean-Baptiste Lully est un Italien. Son vrai nom est Giovanni Battista Lully. Il est né à Mugello, près de Florence. Il est le fils d'un commerçant de fruits. Sa famille s'installe à Florence, qui reste une grande ville des arts à l'époque. Lully y apprend à jouer du violon, puis part à Paris, où il apprend le clavecin. En 1653, il a l'occasion de jouer devant Louis XIV et il fait tout pour se faire remarquer, ce qui fonctionne puisqu'il rentre à son service. Lully sait s'adapter au goût du roi et passe allègrement du ballet à l'opéra italien. Le célèbre Te Deum du compositeur est présent en fond sonore du jeu. Louis XIV l'a tellement apprécié qu'il l'a fait rejouer. Lully meurt en 1687 en se blessant avec sa canne en dirigeant un orchestre. Il se fiche un grand coup dans le pied. Rien de si grave, allez-vous me dire. Sauf que la gangrène se déclare et ça lui est fatal. Bravo messieurs, c'était bien, c'était très bien. Vous particulièrement, c'était parfait. Vous là par contre, c'était moyen, bof bof. Et vous là, vous, mais on vous entend pas. Et pourquoi? Mais parce que vous bavardez constamment. Faites attention à votre pied! Quoi mon pied? Vous savez où je vais vous le carrer moi mon pied? Mais faites attention! Silence, c'est moi qui parle ici. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Alors, sortez. Je ne veux voir dans cette salle que le roi, mes œuvres et moi. De toute façon, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Allez, on recommence. Puisque nous évoquons Lully, nous allons également parler des musiques présentes dans le jeu. Elles sont presque toutes du compositeur. En plus du Te Deum, nous avons des extraits des œuvres suivantes: Miserere, Dies Irae et Plaude Laeterare Gallia. Dans le jeu, nous avons également des œuvres de Sébastien Le Camus et une autre de François Couperin. Le jeu est extrêmement riche en œuvres d'art. Il y a les peintures avec fresques et tableaux, mais aussi les sculptures. On pourrait facilement y consacrer un épisode, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite à vraiment regarder chaque œuvre. Notamment les tableaux sur lesquels on peut zoomer. Vous pouvez admirer du Lebrun bien sûr, mais aussi du Rubens, du Mignard et bien d'autres peintres. Vous constaterez que l'essentiel des thèmes sont soit religieux, soit profanes, en faisant référence à la mythologie ou l'Antiquité. Cela n'a rien d'étonnant car Louis XIV se veut un défenseur de l'Église catholique et les références antiques lui permettent à la fois de s'inscrire dans la culture de son temps et d'affirmer son pouvoir.
Le château de Versailles, après le règne de Louis XIV, est un lieu qui continue à se charger de symboles. Les lieux sont habités par les successeurs du roi Soleil, Louis XV que l'on a évoqué, mais aussi Louis XVI. Ce dernier doit d'ailleurs quitter les lieux et rejoindre Paris sous la contrainte de la foule le 6 octobre 1789. La Révolution française est en marche, Versailles est abandonné un temps, puis Napoléon Ier envisage de s'y installer. Ces guerres l'en empêcheront. En 1871, le château retrouve un rôle de premier plan. La France perd la guerre face à la Prusse et ses alliés allemands. Bismarck et Guillaume Ier, pour marquer leur victoire et unir les Allemands, décident de proclamer l'Empire d'Allemagne ou Second Reich à Versailles dans la Galerie des Glaces. C'est une humiliation pour la France. Et qui est-ce qui épate la galerie après ça? Peu après, la Troisième République, fraîchement proclamée, doit faire face aux révoltes parisiennes. L'Assemblée des députés est installée à Versailles pour quelques années. Beaucoup plus tard, après la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919, c'est à Versailles, toujours dans la Galerie des Glaces, que Clémenceau veut réunir tous les belligérants pour régler la fin de la guerre. L'Allemagne, à ce moment-là, est vaincue et humiliée à son tour par le fameux traité de Versailles, qu'Hitler appelle plus tard le diktat. Ben quoi? Je n'ai fait que leur rendre la politesse après tout. Et puis, je ne pouvais pas prévoir non plus. Oui, bon, certes, Wilson m'avait prévenu. Sinon, j'ai une super blague sur la mort de Félix Faure. Donc Versailles est aussi un centre symbolique du long antagonisme qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne. Et on pourrait très bien faire un jeu là-dessus. D'ailleurs, si vous en connaissez un, n'hésitez pas à m'en parler. Donc en conclusion, Versailles, même si c'est un jeu ancien et pas facile à jouer, c'est un excellent moyen d'aborder Versailles sous Louis XIV. Il est court, très riche en informations et d'une grande exactitude, malgré quelques toutes petites erreurs. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos consacrée à Versailles. J'espère que vous aurez appris plein de choses car on y a passé énormément de temps avec mon comparse de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager. Et donc un grand merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bon, c'est terminé ? Et oui, ce n'est pas Versailles ici.